tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Je vais accepter l'enregistrement. Aujourd'hui, je veux qu'on démystifie deux concepts, l'intégrité intellectuelle et le droit d'auteur, parce que s'il y a des recoupements entre ces deux notions-là, il y a également deux façons différentes de traiter ces concepts. On va partir de la prémisse de base qu'on est tous utilisateurs et créateurs de matériel. Donc, le principe de base de ma présentation serait le suivant. Traitez le matériel d'autrui comme vous aimeriez qu'on traite le vôtre. Alors, à partir de cette prémisse, bien, ça pose bien les bases juridiques parce que il va sans dire que la formation d'aujourd'hui, elle est très juridique. J'espère que vous allez tout de même l'apprécier. Des fois, c'est quelquefois très lourd, mais en tout cas, j'attendrai vos commentaires. Voilà, donc la présentation, elle est assez quand même complète. Je vais débuter avec des notions de base en droit d'auteur, puis on va se poser la question sur la titularité. On a la notion d'auteur, mais on a aussi la notion de titularité. Donc, souvent, on est auteur, mais est-ce qu'on est toujours titulaire de son œuvre? Alors, on va traiter de ces deux notions-là. Je vais parler de la citation des sources, quelques renseignements également sur le plagiat très rapidement. Et on va aborder la reproduction du matériel créé par des tiers. Comment lire les conditions d'utilisation, comment utiliser des images, c'est quoi le libre accès. Et en dernier lieu, on va parler du dépôt de votre mémoire et de votre thèse à la FESP et sa diffusion dans notre dépôt institutionnel Corpus U Laval. Donc, vous allez voir, ça va quand même aller assez rondement. Alors, pour les notions de base en droit d'auteur, il faut dire que la loi sur le droit d'auteur protège quatre catégories d'œuvres, à savoir les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques et musicales. Parmi les œuvres littéraires, bien, ça ratisse quand même très, très large. Donc, outre les articles scientifiques et les livres, mais on a également tous les sites web, les fiches d'information, les questionnaires, des outils d'aide à la décision, des guides de référence. Donc, s'il y a des gens en sciences, c'est beaucoup des documents qu'on crée maintenant, hein. Des modèles de prédiction et le logiciel aussi, parce que la loi sur le droit d'auteur assimile le logiciel et toutes les applications web à des œuvres littéraires parce qu'on considère qu'il y a de l'écriture de code source. Les œuvres artistiques, donc tout ce qui est œuvres visuelles, photographies, dessins, images graphiques, cartes, gravures, etc. Les œuvres dramatiques et musicales, donc la musique, la chorégraphie, le cinéma et le théâtre, entre autres, hein. Il faut savoir que la loi sur le droit d'auteur ne protège pas les données brutes, c'est-à-dire qu'elle ne protège pas les données que vous collectez sur le terrain, par exemple, qui ne sont pas analysées. Ces données-là font partie du domaine public, mais la loi va protéger les données analysées, compilées, dérivées, donc aux données finalement, parce que la loi protège une œuvre lorsqu'il y a un travail d'auteur qui est fait sur l'œuvre. La loi ne protège pas non plus les données factuelles ou historiques connues, ni les formules chimiques ou mathématiques connues ou évidentes. Toutes ces données-là, ces formules-là, font partie du domaine public. La loi ne protège pas les idées. Donc, faites attention, par exemple, vous êtes dans le cadre d'un brainstorming, dans une réunion, vous émettez une idée, cette idée-là, elle est fixée nulle part, vous venez tout juste de penser à ça. Bien, la loi sur le droit d'auteur ne va pas la protéger. Donc, si un de vos collègues reprend votre idée pour la développer, bien, ce n'est pas une infraction en droit d'auteur. C'est peut-être une infraction de plagiat, c'est peut-être une infraction en éthique en recherche, mais pas sur la loi sur le droit d'auteur. Donc, vous voyez un peu la distinction entre les deux. Pour être protégée par la loi, l'œuvre doit être originale. L'originalité, c'est l'expression d'un minimum, on dit un minimum, de talent et de jugement. Par talent, on réfère au recours à des connaissances, à une aptitude, à une compétence. Et le jugement, c'est cette faculté de discernement, cette capacité à prendre des décisions et à faire des choix.
Donc, deux questions se posent d'emblée. Est-ce que, par exemple, une œuvre créée par l'intelligence artificielle serait protégée par la loi sur le droit d'auteur? Et également, est-ce qu'une œuvre créée par un animal, par exemple, qui se ferait des selfies, un singe qui se ferait des selfies, est-ce que c'est protégé par la loi sur le droit d'auteur? Donc, dans l'état actuel du droit, c'est non. La réponse est non à ces deux questions. Dans le premier cas, dans le cas des œuvres créées par l'intelligence artificielle, bien, on dit que la machine n'a pas cette faculté de discernement, cette capacité à prendre des décisions. C'est un petit peu la même chose pour l'animal également. Mais en plus de ça, bien, pour qu'une œuvre soit protégée par la loi, il faut qu'elle soit créée par un être humain. C'est une autre des conditions. Il faut également que l'œuvre soit fixée, c'est-à-dire qu'elle doit être fixée sur un support tangible ou intangible. Lorsque je vous parlais de l'idée tout à l'heure, on dit que l'idée est de libre parcours, mais dès lors qu'elle est fixée, elle est exprimée et alors là, elle est protégée par la loi sur le droit d'auteur. Si on remplit ces conditions, la protection légale, elle s'applique aussitôt. Elle est internationale et l'enregistrement à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'est pas nécessaire, comme ce serait le cas pour un brevet, par exemple. Donc, en droit d'auteur, l'œuvre, il y a une protection automatique dès lors que l'œuvre remplit les conditions énoncées précédemment. Et faites attention parce que le symbole du copyright, le C, n'est pas obligatoire sur le document. Donc, par exemple, vous trouvez un document sur le web, vous ne trouvez pas le symbole copyright tout droit réservé, alors vous vous dites, bon, mais l'œuvre n'est pas protégée. Bien, non, partez, ça c'est ma seconde prémisse de base, partez du fait que toutes les œuvres qu'on retrouve sur le web ou autrement publiées sont protégées par la loi sur le droit d'auteur, sauf exception. Donc, même si le symbole est absent, mais l'œuvre continue, l'œuvre est protégée. La protection légale touche les droits économiques et les droits moraux. On va voir la distinction tout à l'heure. Euh, durant 50 ans, durant la vie de l'auteur, plus 50 ans suivant son décès dans l'état actuel du droit, mais ça va changer prochainement. On va passer de la vie de l'auteur à 70 ans suivant son décès parce qu'on a conclu une nouvelle entente Canada, États-Unis, Mexique et on s'arrime à nos partenaires internationaux et la plupart d'entre eux ont une protection de 70 ans suivant le décès de l'auteur. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour le moment, retenez que c'est 50 ans suivant le décès de l'auteur. Après l'expiration de ce délai, on dit que l'œuvre tombe dans le domaine public. Ça veut dire que l'œuvre n'est plus protégée par la loi sur le droit d'auteur. On peut l'utiliser sans demander de permission au titulaire des droits, sans payer de redevance. Donc, on peut l'utiliser gratuitement. Mais on doit quand même citer la source parce que là, on serait en infraction de plagiat dans ce cas-ci. La titularité. Là, je vais vous parler de la titularité sur vos travaux de mémoire, de travaux académiques, sur votre mémoire et sur votre thèse de doctorat. Mais avant d'aborder la titularité, il faut comprendre que la loi distingue deux catégories de droits. Vous avez les droits économiques d'une part et les droits moraux d'autre part. Les droits moraux vous appartiennent en propre. Vous ne pouvez pas les céder par contrat. Donc, c'est le droit à la paternité de l'œuvre et le droit à son intégrité. Ça veut dire que seul l'auteur peut modifier son œuvre. Donc, moi, en tant qu'utilisateur, si j'ai besoin de modifier un graphique, par exemple, ou de le traduire, bien, je n'ai peut-être pas les droits de le faire. Donc, souvent, je dois demander une permission à l'auteur pour modifier l'intégrité de son œuvre. Donc, les droits moraux nous appartiennent. Tout au long de la durée légale de protection, mais on pourrait y renoncer par écrit. Donc, vous pourriez renoncer à la paternité de votre œuvre et vous pourriez également utiliser le droit à l'anonymat ou à un pseudonyme pour représenter votre œuvre. Les droits économiques, ce sont les droits de publier, de reproduire, d'exécuter en public, de traduire, d'adapter et de transformer son œuvre, mais c'est aussi le droit pour l'auteur de céder tous ses droits
à une tierce personne, qui est souvent un éditeur, afin d'être publié et au final de recevoir ses redevances. C'est un peu pour ça qu'on écrit, finalement, c'est pour être publié et avoir des redevances. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les droits économiques, parce qu'on les cède à l'éditeur pour être payé en retour. À partir de cette cession de droits d'auteur, bien, vous perdez la titularité de votre œuvre. Donc, vous conservez vos droits moraux, vous êtes toujours l'auteur, mais vous n'êtes plus le titulaire. Ça veut dire que vous n'avez plus la gestion de votre œuvre. Et là, l'utilisateur qui voudrait, par exemple, reproduire un graphique d'une de vos publications, c'est à l'éditeur qu'il doit demander une permission de reproduire et de traduire. Ça? Donc, selon la loi sur le droit d'auteur, c'est l'article 13, on dit que d'emblée, l'auteur d'une œuvre est toujours le premier titulaire du droit d'auteur sur son œuvre, jusqu'à ce que, il y a deux exceptions, jusqu'à ce qu'il ait cédé ses droits par le biais d'une licence ou d'une cession de droit à l'éditeur. Mais il y a un autre cas également, il y a le cas de l'article 13.3, le cas des œuvres qui sont créées à l'emploi. Donc, par exemple, vous avez réalisé une œuvre dans le cadre de votre emploi, d'un stage ou d'un contrat de recherche, mais il y a fort à parier que s'il n'y a pas de mention contraire dans votre contrat d'embauche, l'œuvre sera gérée par l'institution ou par votre employeur. Comme de raison, vous conservez vos droits moraux. Donc, on devra vous citer comme étant l'auteur, mais ce n'est pas vous qui allez décider où l'œuvre pourra être diffusée et de quelle manière elle sera diffusée. Donc, dans le cadre d'une session et dans le cadre d'une œuvre créée à l'emploi. Il y a également un règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval qui gère cette notion de titularité. Et évidemment, je ne voudrais pas que ce soit autrement. Il va dans le même sens que la loi sur le droit d'auteur, pardon. Pardon. Donc, l'article 4.1 nous dit que l'auteur d'une œuvre, excusez-moi, une petite gorgée. L'auteur d'une œuvre est le propriétaire du droit d'auteur sur cette œuvre lorsque l'œuvre est créée de sa propre initiative et que l'apport matériel de l'université n'est pas spécifique à la création de l'œuvre. Donc, vous réalisez un article scientifique, on ne vous l'a pas commandé, on n'a pas créé un laboratoire pour vous, donc l'œuvre, vous êtes l'auteur et le titulaire de cette œuvre-là. L'Université Laval pourrait être propriétaire, par exemple, du droit d'auteur sur les œuvres que vous avez créées lorsqu'elles ont été commandées ou financées par l'université et que vous avez bénéficié de ressources matérielles, humaines et financières de l'Université Laval. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui est de vos travaux académiques, de votre mémoire, de votre thèse, vous êtes toujours l'auteur et le titulaire de ces travaux, des travaux qui sont déposés à la Faculté des études supérieures. Donc, vous êtes l'auteur et le titulaire. Lorsque vous coécrivez, ça, je voulais juste vous faire une mention ici sur les conditions essentielles, donc les principes directeurs pour être considéré comme un co-auteur à une œuvre. On commence, probablement que vous avez commencé à publier et à coécrire avec d'autres chercheurs. Mais pour savoir citer le titre d'auteur de l'œuvre, il faut répondre aux principes directeurs suivants. Premièrement, il faut contribuer de manière significative à au moins une des trois étapes, soit la conception et la mise en place du plan de travail, la réalisation des expérimentations ou la collecte des données, l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc, une des trois ou les trois conditions de du premier principe. Deuxièmement, il faut participer à la rédaction ou à la révision critique du contenu intellectuel du document. Troisièmement, il faut donner son approbation à la version finale du document. Et quatrièmement, il faut être en mesure de défendre les grandes lignes du document. Donc, pour être co-auteur à une œuvre, il faut vraiment avoir participé à ces quatre étapes. Si ce n'est pas le cas,
et vous devrez être remercié ou remercier les personnes qui ont contribué de façon ponctuelle à la réalisation de l'œuvre, mais ce n'est pas nécessairement des co-auteurs. Donc, c'est assez important de bien définir qui sont les co-auteurs d'une œuvre parce que dès lors que c'est fixé, ben, vous avez tous des droits égaux sur l'œuvre et donc vous avez tous droit à des redevances à part égale. Et si, par exemple, l'éditeur doit vous consulter tous les auteurs, donc vous avez, comme je disais, tous les mêmes droits. Voilà, c'est ce que je disais ici. Ce qui m'amène à parler lorsque vous commencez à négocier des contrats d'édition, ben, je vous inviterai premièrement à bien les lire. On peut vous aider au bureau du droit d'auteur à négocier vos contrats d'édition. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'accepter tel quel. Vous pouvez avoir certaines exigences. Ce qui est important, c'est premièrement de ne pas céder tous ses droits économiques. On pourrait conserver quelques droits pour son usage personnel, pour sa recherche ou pour son enseignement, par exemple, si vous vous dirigez vers une carrière d'enseignant. Donc, vous pourriez conserver des droits pour exécuter l'œuvre en public, par exemple à des fins commerciales dans le cadre de vos colloques, parce que si vous cédez tous vos droits à l'éditeur, ben, vous ne pourrez même pas utiliser votre propre travail dans le cadre d'un colloque ou d'une conférence. Vous pourriez également conserver des droits pour convertir l'œuvre en d'autres œuvres connexes. Par exemple, vous avez publié un roman et vous voulez l'adapter au théâtre, donc conservez-vous des droits d'adaptation pour le théâtre. Donc, vous voyez un petit peu l'idée ici. De toute façon, la présentation visuelle va probablement vous être fournie, donc je vous laisserai lire si vous avez besoin de négocier votre contrat d'édition, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc j'aborderai maintenant, si vous n'avez pas de questions à ce stade, euh, quelques notions d'intégrité et de citation des sources, parce que la semaine dernière, c'était la semaine de l'intégrité à l'Université Laval. Vous avez certainement vu dans votre portail une formation qui n'est pas obligatoire, qui s'appelle Choisir l'intégrité. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la consulter. Vous allez trouver plusieurs situations parce qu'il y a des situations de plagiat qui sont faciles à détecter, mais certaines situations sont plus ambiguës que d'autres. Alors, il y a toutes sortes, il y a un quiz, il y a 3 quiz en fait. Donc, je vous invite à à tester vos connaissances. Alors, on va voir ici notion de plagiat, ce qu'est la paraphrase et comment bien citer justement pour éviter le plagiat. Mais tout d'abord, l'intégrité académique, c'est le respect des règles au règlement disciplinaire pour un plus grand bénéfice. Ça vous permet de devenir un meilleur chercheur, vous sollicitez le respect, vous développez votre sens de l'éthique, vous développez une plus grande compétence et ça permet de valoriser votre diplôme. L'intégrité intellectuelle, c'est un cheminement qui débute justement par le respect des règles, mais l'intégrité intellectuelle ou scientifique plus largement nous amène beaucoup plus loin comme chercheurs. Donc, vous contribuez directement à la qualité de votre formation et vous devenez une personne recherchée tant sur le marché du travail que dans votre vie citoyenne en général. Donc, c'est des bonnes habitudes à prendre, évidemment. Et voilà. Donc, je vais y aller avec la définition de plagier au règlement disciplinaire. Donc, c'est l'article 30 qui définit le plagiat de la manière suivante. Plagier, c'est emprunter, paraphraser, reformuler ou résumer dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, les idées, les propos ou l'œuvre d'autrui sans indiquer la source ou sans identifier les passages comme citation, notamment à l'aide de guillemets. Donc, dans cette infraction de plagiat, on a 2 éléments. Il faut mentionner la source et il faut mettre les guillemets. Vous commettez une infraction de plagiat dès lors que vous avez omis l'un ou l'autre des éléments. Mais il faut respecter les 2 éléments, mais dès lors que vous omettez un ou l'autre des éléments, vous commettez une infraction de plagiat.
Plagier, c'est entre autres copier une œuvre ou une partie de cette œuvre en prétendant qu'elle est nôtre. C'est la définition de l'Office de la propriété intellectuelle. C'est aussi copier un auteur en s'attribuant indûment des passages de son œuvre. C'est également imiter, piller, calquer, tricher, etc. Donc, les synonymes sont très larges. Euh, voilà. Alors, comment éviter le plagiat? Bien, il faut citer ses sources, mettre sa référence et faire une bibliographie complète. Alors, tout emprunt cité textuellement doit être placé entre guillemets et accompagné d'une référence complète. Tout emprunt d'idée doit faire aussi l'objet d'une référence complète. L'idée, c'est quoi? Vous empruntez une idée pour la paraphraser. La paraphrase, ce n'est pas interdit si elle est bien faite. Au contraire, la paraphrase permet, ou qu'on appelle également la citation indirecte, c'est la reformulation dans vos propres mots des propos d'un auteur. Donc, il faut quand même l'accompagner de la source parce qu'il reste que l'idée originale, ce n'est pas la vôtre, mais c'est une idée que vous avez prise à un autre auteur, mais que vous avez tellement bien compris que vous êtes à même de la transformer, de changer les mots, de mettre des synonymes, d'ajouter des éléments et de l'intégrer dans votre travail. Donc, ça assure une certaine fluidité à votre texte et ça démontre que vous avez bien compris l'auteur. Bien sûr, vous conservez l'idée et vous mettez la ressource. Vous mettez la source avec la page précise également. Donc, soit dans le corps du texte ou soit en note de bas de page. Ça dépend de la façon dont vous citez selon ce qui est exigé dans votre discipline. Alors, pourquoi citer? Bien, la citation des sources permet de signaler que des informations écrites dans le texte proviennent d'autres sources, donc ça ne provient pas de vous. Ça permet de prouver une affirmation en rapportant ce qui a déjà été énoncé ou consigné sur le sujet. Ça permet de justifier vos propos et d'appuyer vos arguments. La citation des sources est un aspect essentiel d'un travail universitaire intègre et original. C'est un moyen de permettre au lecteur de vérifier la conformité et la fiabilité des sources que vous avez utilisées, d'aller plus loin aussi pour le lecteur. Ça permet de reconnaître le travail des auteurs cités. Vous faites preuve de rigueur, de probité scientifique et intellectuelle et vous respectez le droit d'auteur et au final, vous évitez le plagiat. Donc, il vaut mieux travailler en amont plutôt que de se retrouver avec une dénonciation de plagiat puis passer par tout le processus à la commissaire aux études, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit citer? Bien, vous devez citer tout document, peu importe sa forme. Rappelez-vous de la deuxième prémisse énoncée, tout ce qui remplit les conditions d'une œuvre, qui est publié, qui est fixé sur un support, qui est original et il est protégé par le droit d'auteur, que le document soit publié ou non publié. Donc, ça peut être les notes de cours de votre enseignant qui est déposé sur mon portail. Donc, même si ce document-là n'est pas publié, il est quand même protégé par la loi sur le droit d'auteur. Que le document soit imprimé ou en format électronique, que ce soit du texte, de l'audio ou des extraits vidéo, que ce soit toute œuvre visuelle, image, carte, tableau, graphique et les données de recherche qui sont analysées. Même si la ressource est en libre accès ou dans le domaine public, à l'expiration du droit d'auteur, on doit quand même citer sa source. Le fait que ce soit en libre accès, c'est avantageux. On n'a pas besoin de retourner vers le titulaire des droits pour demander une permission de reproduire, mais on doit quand même citer la source. Vous devez également indiquer les sources dans les cas suivants lorsque vous présentez des informations que vous avez déjà exposées vous-même dans un autre travail ou dans une publication scientifique, parce qu'à défaut d'autocitation, vous pourriez être accusé d'autoplagiat. Donc, c'est important de s'autociter. Ça fait très savant, par ailleurs, de s'autociter dans son mémoire ou dans sa thèse de doctorat. Et n'oubliez pas qu'un mémoire ou une thèse va se retrouver dans notre dépôt institutionnel Corpus U-Laval, donc qui est considéré comme une diffusion
très, très large en libre accès sur Internet. Donc, soyez bien vigilants dans la citation de vos sources. Et je sais, mais souvent, je donne ce truc-là parce que quand on rédige, par exemple, un travail, une thèse de doctorat, c'est souvent un travail de plus longue haleine et vous lisez beaucoup sur le sujet, si bien que des fois, vous lisez des extraits. Vous les copiez-collez, vous les mettez dans votre thèse, puis vous dites, ben, je vais mettre la source plus tard. Ne faites pas ça parce que ça se peut que vous oubliez plus tard. C'est probablement que vous allez oublier d'où provient cet extrait. Et à force de lire sur le sujet, on emprunte un peu le discours ou les mots des auteurs, puis souvent on se dit, hmm, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc, vous avez vous-même des doutes. Donc, inscrivez votre source, même minimalement, au fur et à mesure, afin d'éviter justement des cas de plagiat par la suite. Donc, comment citer une source? Bien, il faut se poser la question, est-ce que le lecteur est en mesure de revenir sur mes pas? Il existe plusieurs styles bibliographiques. Je vous invite à vous informer auprès de votre bibliothécaire disciplinaire, donc le bibliothécaire de votre faculté, sur la méthode de citation et ou également auprès de votre enseignant, de votre professeur ou de toute personne ressource à la faculté s'il y a une méthode qui est exigée en particulier. Peu importe la méthode choisie, c'est important de demeurer constant tout au long de son travail. Et votre citation doit contenir minimalement le nom de l'auteur, le titre, l'éditeur, le volume, le numéro, la date et la page. Pour les images, c'est également le cas. Il faut toujours citer la source de ces images, même si elles sont en libre accès. Vous mettez le titre, l'auteur, la licence de diffusion d'image et la source dans laquelle on peut repérer l'image sur Internet, par exemple. Ici, c'est une image sous licence Creative Commons. Ce sont des licences en libre accès qui sont très pratiques pour les étudiants et pour les utilisateurs en général parce que c'est du libre accès. Ils sont facilement repérables sur le web. Je vais vous montrer un petit peu plus loin comment faire. Et si toute la question des images sous licence Creative Commons vous intéresse, on a une capsule vidéo YouTube sur le site web du BDA. Donc, je vous invite à la visionner. Alors, passons à la reproduction du matériel qui est créé par des tiers. Donc, vous êtes étudiant, vous aurez probablement à demander une permission de reproduire. Quand est-ce que vous devez le faire? Comment devez-vous le faire? On va regarder ça ensemble. Voilà. Mais en fait, la reproduction d'une partie importante ou de la totalité de son œuvre appartient à l'auteur. Okay? C'est la règle de base dans la loi sur le droit d'auteur, c'est l'article 3. Si on prend cet article à contrario, ça veut dire qu'il est permis pour un utilisateur de reproduire de courtes citations. Donc, l'article 3, c'est le droit pour l'utilisateur à la courte citation. Donc, si vous reproduisez des courtes citations, vous n'avez pas besoin de retrouver l'éditeur ou le titulaire du droit pour lui demander une autorisation. En revanche, si votre citation est beaucoup trop longue ou si vous reprenez plusieurs extraits d'un même ouvrage, il se peut que vous ayez à demander une permission au titulaire des droits, donc à l'éditeur. Mais il y a des exceptions. Vous avez le droit à une utilisation équitable. Donc, la loi permet de partager certains extraits de documents, incluant des extraits de films ou de vidéos, aux fins d'enseignement, de recherche, d'études privées, de comptes rendus, de satire et de critique. Donc, vous pourriez utiliser la courte citation, ce serait une utilisation équitable de l'œuvre, ou de courts extraits de vidéos, ce serait également une utilisation équitable. Toutefois, la difficulté, c'est que la loi ne prévoit pas de pourcentage. Donc, je ne peux pas dire que, par exemple, 10% d'une œuvre, c'est une utilisation équitable ou 5% ou 20%. La loi ne chiffre pas de pourcentage. Mais en revanche, c'est la Cour suprême qui s'est penchée sur le Code d'utilisation équitable et qui a émis 6 critères de base pour évaluer si notre utilisation est équitable ou non.
C'est sûr que, en tout état de cause, l'utilisation commerciale est toujours exclue. Donc, dès lors que vous publiez un article scientifique, c'est considéré comme un but commercial parce que vous recevez des redevances. À ce moment-là, vous ne pouvez pas reproduire une partie de l'œuvre sans demander d'autorisation, sauf le court extrait de l'article 3. Alors, il faut également voir la nature de l'utilisation. Est-ce que ma limite, elle est restreinte? Est-ce que je distribue, par exemple, à une classe pour une durée temporaire, le temps d'une conférence, par exemple? Est-ce qu'il faut évaluer l'évaluation euh, quantitative de la partie copiée, voir s'il y a des solutions équivalentes en libre accès? Est-ce que mon œuvre est publiée ou elle n'est pas publiée? Et surtout, quels sont l'impact de mon utilisation sur le marché et sur les redevances à l'auteur? Donc, c'est des critères qu'on doit évaluer au cas par cas. Donc, ça se révèle quelquefois assez ardu et c'est pourquoi je vous invite encore une fois à nous consulter au bureau du droit d'auteur. Pour les œuvres, par exemple, les images qu'on retrouve sur Internet, il faut voir si l'œuvre est accessible sans, par exemple, sans la mention du copyright tout droit réservé, sans filigrane ou tatouage numérique ou sans code d'accès. Si j'ai rien de tout ça, peut-être que je peux reproduire l'image, mais je vous invite à lire les conditions d'utilisation qui se trouvent en pied de page des sites web. Vous savez, les conditions d'utilisation que personne ne lit à peu près pas, sauf les deux membres du BDA, mais je vous invite à prendre l'habitude de lire les conditions d'utilisation afin de savoir si vous pouvez utiliser l'image que vous avez trouvée sur le web. Ça se peut que pour des fins d'éducation, des fins d'études, vous avez le droit de reproduire, mais en cas de doute, contactez le webmestre, puis il va vous donner l'accès soit à l'image ou un accès sur une autorisation de reproduire pour votre mémoire, votre thèse ou vos conférences. Donc, je vous parlais tout à l'heure du matériel en libre accès. Bien, il y a différentes banques d'images en libre accès. Vous avez toutes les images sur Creative Commons, Flickr Commons, Pixabay, Wacom Image, Wikimedia Commons. Donc, il y a sur ces banques d'images-là des images qui sont en libre accès que vous pouvez utiliser. Et vous pouvez également les repérer par le moteur de recherche Google. Donc, vous allez sur Google Images, vous tapez votre requête, vous allez sur la boîte Outils, vous sélectionnez à droit d'usage licence Creative Commons, puis là, il y a toute une banque d'images, généralement en libre accès sous licence Creative Commons qui va apparaître. Donc, vous faites votre choix parmi les nouvelles images. Disons, je clique sur Innovation. Donc, vous cliquez sur l'image et là, vous allez voir la licence qui est attribuée à l'image. Et là, la licence qu'on a ici, c'est une licence Creative Commons, attribution, partage dans les mêmes conditions. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'image, vous pouvez la partager, vous pouvez l'intégrer dans votre travail, la modifier, mais l'important, c'est de citer l'auteur. Et si jamais vous créez une nouvelle œuvre à partir de l'image que vous avez trouvée sur le web, vous devez partager cette œuvre avec les mêmes conditions que vous avez reçues la première image. Donc, je vous rappelle aussi qu'on a une capsule vidéo là, YouTube sur les licences Creative Commons. Il y a une autre exception pour les utilisateurs, ce sont les liens hypertextes. Donc, les tribunaux canadiens ont statué que faire un lien hypertexte n'est pas une reproduction au sens de la loi sur le droit d'auteur, mais permet simplement de rediriger les utilisateurs vers le site web finalement. Donc, il faut quand même s'assurer que le site semble être légal et que le matériel semble avoir été déposé avec le consentement des titulaires. Donc, lorsque vous faites un lien hypertexte, par exemple, dans vos présentations, bien, il n'y a pas d'enjeu en droit d'auteur par rapport à cette pratique-là. Voilà. Alors, je vais juste glisser un mot ici sur votre obligation lorsque vous déposez votre mémoire ou votre thèse de doctorat à la FESP. Bien, vous avez évidemment l'obligation de respecter le droit d'auteur.
Donc, vous devez obtenir une autorisation écrite euh, des auteurs ou du titulaire des droits lorsque votre mémoire ou votre thèse utilise au-delà de l'utilisation équitable. Lorsque vous intégrez, par exemple, vous faites une thèse par article, vous devez demander des droits à l'éditeur pour insérer l'article dans votre thèse. Donc, même si c'est votre propre article, vous avez, rappelez-vous, vous avez cédé vos droits à l'éditeur. Donc, pour la réinsérer dans votre thèse, il faut vraiment obtenir des droits. Donc, informez-vous si c'est une pratique qui est acceptée par les éditeurs. Je vous dirais que de plus en plus, c'est accepté, mais c'est quand même pas tous les éditeurs qui vont accepter l'insertion d'un article scientifique dans la thèse. Et si vous avez, par exemple, co-écrit un article avec des co-auteurs, mais que cet article n'est pas publié, donc vous êtes encore les co-auteurs, gestionnaires ou titulaires de l'œuvre, vous devez avoir obtenu l'autorisation de chacun des co-auteurs pour utiliser ce contenu. Encore une fois, je vous invite à négocier vos contrats d'édition. Donc, lorsque vous signez pour une publication d'un article scientifique, conservez des droits si vous avez l'intention d'utiliser l'article dans votre thèse de doctorat. Voilà. Bon, il y a le téléphone qui sonne, je vais le laisser sonner. Donc, il y a des formulaires obligatoires que vous devez compléter à la FESP. Probablement que Kouassi pourrait vous en parler plus que moi, mais je vais passer comme peut-être plus rapidement. Donc, lorsque vous acceptez de faire une mémoire ou une thèse de doctorat à l'Université Laval, vous accordez automatiquement une licence non exclusive de diffusion de votre mémoire ou de votre thèse sur un dépôt en libre accès comme Corpus U Laval. Donc, toutes les mémoires et les thèses sont diffusées en libre accès. Donc, cette licence non exclusive, c'est-à-dire que vous permettez à l'Université Laval de diffuser votre thèse, mais ça ne vous empêche pas de la diffuser ou de la publier ailleurs. Donc, c'est bien ça les conditions d'une licence non exclusive. Donc, ça ne vous brime pas. Mais nous, on permet de diffuser, ça nous permet de diffuser votre mémoire ou votre thèse. Voilà. Et évidemment, lorsque vous avez besoin d'une autorisation de vos co-auteurs, vous avez également des formulaires à compléter sur le site de la FESP. Et ben, cette obligation de diffusion dans Corpus U-Laval, ça découle du règlement des études qui nous dit qu'à moins de circonstances exceptionnelles, donc c'est la FESP qui va évaluer les circonstances exceptionnelles, vous acceptez que les mémoires et les thèses qui sont déposées à la FESP sont conservées à la bibliothèque de l'Université Laval et également transmis pour les archives à la bibliothèque et archives Canada. Donc, l'objectif, c'est un objectif qui est plus large, un objectif de libre accès de la recherche. Donc, c'est une obligation que vous avez comme étudiant en vertu du règlement des études. Un report est toujours possible. Donc là, il y a des conditions pour reporter la diffusion, soit parce que vous avez des données confidentielles, soit que vous avez conclu un contrat de partenariat avec une entreprise, un brevet est en cours, etc. Donc, il y a des conditions d'exclusion, évidemment. Pour les restrictions. Donc, vous avez tout ça ici. J'invite aussi à consulter le site de la FESP. Donc, entre le site du BDA et celui de la FESP, je pense que vous avez vraiment une mine d'informations très, très riche. Donc, en guise de conclusion, ben, votre questionnement, donc comme créateur d'œuvre, vous devez premièrement vous demander, est-ce que l'œuvre est dans le domaine public? Est-ce que la protection en droit d'auteur s'applique toujours? Est-ce que l'œuvre est libre de droit ou en libre accès? Parce que ce n'est pas la même chose, hein. Libre de droit, c'est qui? Une banque d'images, vous avez payé pour l'utiliser ou vous vous êtes abonné à une ressource qui vous donne droit d'utilisation de certaines images. Alors que le libre accès, c'est libre pour tous, c'est libre sur le web. Par exemple, ce sont les licences Creative Commons.
Troisièmement, avez-vous lu les conditions d'utilisation sur le site Web qui se trouvent en pied de page, donc ne sont pas toujours faciles à détecter. N'hésitez pas à nous consulter. Vous pouvez vous demander également l'utilisation que je fais de l'œuvre, est-ce qu'elle est équitable? Sinon, ben, est-ce que c'est possible d'obtenir une autorisation du titulaire des droits? Et là, à ce moment-là, c'est le titulaire des droits, vous contactez le Info BDA qui va vous aider justement à contacter les éditeurs. Pour les mémoires et les thèses, bon, ben, alors quand demander une permission pour les citations longues ou des extraits importants d'une même source, donc au-delà d'une utilisation équitable ou au-delà du court extrait, pour utiliser vos propres travaux s'ils ont été publiés, donc vous demandez à l'éditeur, pour utiliser des œuvres dans lesquelles vous êtes co-auteur, rappelez-vous que chaque co-auteur a des droits égaux sur l'œuvre, pour utiliser des traductions d'œuvres protégées, donc vous voulez traduire une œuvre, vous devez obtenir des droits de traduction. Quand je parle d'une œuvre, ça peut être un graphique, ça peut être un diagramme, peu importe. Donc, vous avez besoin des droits. Vous ne pouvez pas faire une traduction libre sur une image. Pourquoi? Parce qu'une image, c'est considéré comme la reproduction à 100% de l'œuvre. Donc, on n'est plus dans le cadre de l'utilisation équitable. Donc, on reproduit 100% d'une œuvre. On a donc besoin d'avoir une autorisation de reproduire et de diffuser dans la thèse. Pour vos conférences, citez la source de tous vos emprunts, incluant les images, utilisez de courts extraits. Vous devez obtenir des droits de diffusion si vous diffusez à l'extérieur de votre institution, si l'événement est présenté dans le cadre d'un événement à des fins commerciales, si le contenu est susceptible d'être partagé entre les participants, si le contenu est publié, diffusé ou même enregistré, parce que là, l'enregistrement, la captation va être diffusé un peu partout. Donc là, c'est nécessaire d'avoir une autorisation. Lorsque vous le pouvez, ben, privilégiez les liens hypertextes et utilisez des œuvres alternatives comme les œuvres en Creative Commons et encore mieux, créez votre propre matériel. Vous êtes des chercheurs, deuxième cycle, troisième cycle. Je pense qu'on s'attend à ce que vous soyez à même de contribuer personnellement à l'évolution de la science en créant votre matériel. Donc, c'est toujours une bonne idée de le faire. Voilà. Donc, peut-être un mot sur le service du Bureau du droit d'auteur. C'est premièrement un service conseil. On répond à toutes vos questions en présentiel en ce moment, plutôt à temps partiel, mais par team ou par courriel. On vous aide à réviser votre contrat d'édition, même à le négocier. On peut vous aider à faire des autorisations, des demandes d'autorisation particulières pour l'utilisation du matériel d'autrui. Et on fait différentes formations comme celle-ci, des formations sur le plagiat plus spécifiquement, le droit d'auteur pour les étudiants. Et vous avez sur le site web du BDA un onglet qui est réservé exclusivement pour les étudiants. Puis, dans cet onglet, vous avez également une foire aux questions. Dans l'onglet pour les étudiants, vous avez un formulaire de demande pour une autorisation à un éditeur, par exemple. Donc, vous allez repérer ces formulaires-là. Vous pouvez copier-coller le formulaire puis le mettre dans un courriel. C'est aussi bon un courriel qu'une lettre, là. Donc, il n'y a pas de souci. Nous sommes au premier étage de la bibliothèque Bon Enfant. J'espère que vous saviez quand même, la plupart d'entre vous, qu'on avait un bureau du droit d'auteur à l'Université Laval. Donc, vous avez ici l'adresse du site web, l'adresse générique à info@bda, surtout pour vos demandes d'autorisation. Puis, si c'est des questions plus personnelles, vous pouvez me contacter directement à mon adresse courriel. Voilà. Mais je vous remercie infiniment pour votre attention. Que je prendrai vos questions, Coassi, s'il y a des questions.